Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Sauf avis contraire de la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi Tshilombo sera le prochain président de la République démocratique du Congo. Il a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante qui préside Corneille Nangaa. Avec 7 051 000 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, le fils de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, fait mieux qu'un autre opposant, candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayoulou, avec 34,83%. Juste devant le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition au pouvoir qui soutient Emmanuel Ramazani Shadari, 23,84%. Comme il fallait s'y attendre, Martin Fayoulou, candidat malheureux, parle déjà de victoire volée, de hold-up électoral. La commission épiscopale nationale du Congo affirme que les résultats provisoires ne correspondent pas à leurs observations. Dans certaines villes de l'intérieur du pays, la contestation monte. Le Quai d'Orsay met en doute, plus grave encore, le Quai d'Orsay met en doute les résultats de cette élection. RDC, Tshisekedi élu président, la France doute. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Du Congo, Félix Tshisekedi, élu président, la France doute. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Éric Martial Doumo. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste à Equinox Télévision, desk central. Vous sortez, on va le dire comme ça, de la République démocratique du Congo. Oui, exactement. Et c'est pourquoi vous êtes là. Donner de plus amples informations. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Thierry Nopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalon Autour. Bonsoir également aux co-panélistes. Je dis également bonsoir aux téléspectateurs de cette belle émission. Vous êtes journaliste, mais vous avez suivi ça à partir du Cameroun. Bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, parce que, qu'on le veuille ou pas, quand il s'agit des pays africains, c'est un sujet qui nous intéresse, surtout que nous avons choisi d'autres orientations, des orientations pas panafricanistes, qui mettent quand même au devant de la scène l'Afrique en général d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une élection qui nous intéressait. À plus d'un titre, on espère simplement que nous serons à la hauteur des différentes orientations et des préoccupations qui seront les vôtres. Un qui est à votre droite, c'est Alex Gustave Azébazé. Il n'est plus passé sur le plateau Equinoxois depuis le 16 juillet 2018, jour de lancement d'Equinoxois. Pourquoi, Alex? Je ne sais pas si je devrais répondre à cette question. D'abord, je ne peux pas... Merci quand même d'avoir accepté la je précise, parce que votre téléspectateur peut penser que j'ai refusé un contrat. Oui. Comme je n'avais pas de contrat, je viens quand mes contrats me le permettent, oui. Premièrement. Secondement, je viens quand je trouve que le sujet mérite véritablement une implication à un certain niveau. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir aujourd'hui quand vous m'avez sollicité. Ok, merci Alex Gustave. Lui également, il sort de RDC, hein, je ne sais pas exactement où il était. C'est un Germain, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, mais RDC, il n'y en a plus. Non, j'ai dit la ville, je vais parler de la ville. Mais vous n'étiez pas à qui? Vous n'avez pas observé à Kinshasa? Je suis parti en province. En province. Kasaï oriental. Kasaï oriental, oui. Je suis revenu à Kinshasa et ensuite je suis revenu dans mon pays, bien entendu. Ok. Donc c'est une belle expérience et j'en suis... Voilà, vous étiez observateur. Dites-moi, Célestin Germain, pourquoi la victoire de Félix Tshisekedi semble contestée? Bien, il faut déjà rappeler qu'il s'agit d'une victoire provisoire, si j'ose dire. Oui. Des résultats provisoires. Je pense que le droit de contester est un droit fondamental. La loi prévoit, en cas de résultat provisoire, le droit de protester pendant 9 jours. C'est le cas du Congo RDC. Oui. Donc, dans le cas d'espèce, M. Fayoulou, qui s'estime avoir été victime d'une escroquerie électorale,
dispose de 9 jours, donc très concrètement jusqu'au 15 janvier pour pouvoir porter ses requêtes devant la CENI, parce que, à la différence du Cameroun, c'est la CENI qui supervise, qui organise, qui gère et qui proclame les résultats, et même qui reçoit les requêtes. Donc en vérité, je crois que les revendications de M. Fayulu sont parfaitement fondées. Mais Fayulu, ce matin, semblait s'appuyer sur la CENCO. Oui, parce que la CENCO avait commis la maladresse, à mon sens. Oui, la semaine dernière, effectivement, qu'il avait déjà en son... maladresse. Oui, parce qu'en vérité, l'Église catholique n'a pas à se substituer à la CENI. Oui. La CENI est la seule habilité à proclamer les résultats. Oui. Donc, la CENCO, en disant, en prétextant ou en insinuant qu'elle avait les résultats, a créé une espèce d'entorse à la procédure classique, parce qu'en vérité, l'Église catholique doit se borner, entre guillemets, à observer les élections. Elle le fait de manière habituelle. Cette fois-ci, elle a mis sur le terrain environ 40 000 observateurs, d'aucuns disent 18 000, mais en tout cas, elle parle de 40 000. Donc son rôle devrait s'arrêter là. C'est-à-dire que son rôle, ce n'est pas d'entrer en tant qu'acteur politique dans le champ politique et de dire qu'elle détient le nom du vainqueur. Donc ça voilà, justement, Célestin Diamène, l'Église catholique dit justement qu'avec 40 000 observateurs, 408 agents qui étaient regroupés dans un call center, qui recevaient des informations, c'est l'organisation qui était la mieux financée, la mieux formée, la mieux équipée, dont ils peuvent donner des informations fiables. Oui, la preuve. Oui, il y a non pas 408 observateurs, mais 408 agents dans le call center. Il y avait un call center qui avait 408 agents qui se relayaient effectivement pour recevoir ces données. C'est vrai, je ne contestais pas le rôle, l'ancrage politique depuis, même avant Moussengo, le cardinal Moussengo. Il y avait déjà une tradition de l'Église catholique comment dirais-je, congolaise, de s'intéresser de très près, n'est-ce pas, aux élections. C'est bien, il faut toujours être du côté de la citoyenneté, mais je crois quand même qu'à un moment donné, le rôle de l'Église doit s'arrêter, n'est-ce pas, au niveau, j'allais dire, ne pas franchir le Rubicon, parce qu'en quelque sorte, je pense que l'Église catholique a franchi le Rubicon. Elle est d'obédience vaticane, tout le monde sait qu'elle reçoit ses instructions du Vatican. On connaît le passé de l'Église dans les impostures en Afrique, notamment pendant l'esclavage et la colonisation. On va pas faire c'est une parenthèse. Non, je suis catholique, mes parents étaient catholiques. Donc en vérité, je pense que l'Église catholique n'a pas su faire la part des choses. Et nous vivons une situation au Congo qui est extrêmement délicate et sensible, et dont l'attitude, j'allais dire, la posture de l'Église catholique n'était pas de nature à contribuer à la sérénité tant réclamée par tous les acteurs. Donc aujourd'hui, il est clair que quand on lit la déclaration de ce matin, elle dit « Ok, je prends acte de la décision de proclamer M. Tshisekedi comme vainqueur, mais néanmoins, j'avais mon candidat. » Elle veut dire en clair que c'est Fayulu son candidat. Oui, on va revenir là-dessus. Alex Gustave Azevali, juste une précision. L'Église catholique, est-ce que ce n'est pas le rôle qu'elle a joué pour les accords de la Saint-Sylvestre qui amène l'Église à avoir cette position-là aujourd'hui? Précisément, je pense que c'est le point fondamental du désaccord que je voulais exprimer avec Célestin, avec M. Diamène. Donc, tout part des accords de la Saint-Sylvestre. D'abord, l'Église catholique s'est énormément investie pour que le calendrier électoral et constitutionnel soit respecté. Même si on se trouve 3 ans après le terme du mandat du président Kabila. 2 ans. C'est en 2015. 2 ans. 2016. C'est comme ça. 2 ans. Mais on est en 2019 là. Pour moi, c'est 3 ans. Début 2019. On est en 2019. Pour moi, c'est 3 ans. En tout cas, 2 ans. 2 ans, c'est pas le jour de l'élection de toutes les façons. Première chose. Deuxième chose, le rôle. C'est pour ça que le titre de votre programme, en tout cas de ce point de votre programme, me gêne. J'aurais compris que vous valorisiez le rôle des observateurs nationaux, parce que l'église dont on parle, c'est l'église catholique de la République démocratique du Congo. C'est pas des étrangers. Et s'ils ont déployé des Congolais pour observer un processus national, parce que l'élection, une bonne élection, c'est un processus national, et c'est en cela que je salue les autorités congolaises de s'être battues pour que le processus soit national. Et donc, on ne peut pas dire qu'une organisation aussi importante qui a déployé des citoyens en responsabilité pour observer les élections et qui a des éléments
issu du terrain n'est pas fondé de dire faisons tout pour respecter le verdict des urnes. Pourquoi je le dis? J'entends Célestin dire c'est pas le rôle de l'Église catholique de le dire. Je considère que l'Église catholique n'agit pas là comme Église catholique, mais elle agit comme mission d'observation électorale. Et c'est différent. Alex, tout part de la semaine dernière. Oui. Oui, lorsque l'Église dit qu'elle a le vainqueur. Tout à fait. Elle le dit. Et ce n'est pas ce vainqueur que la CENI a proclamé. Absolument. Elle le dit. L'organe en charge de proclamer les résultats provisoires. Mais on revient à un débat qui nous a opposé, entre qui a opposé les Célestins Jamel et une partie de l'establishment camerounais. Oui. C'est-à-dire que personne n'est fondé, même si vous avez des résultats, des données électorales, je préfère dire des données électorales de terrain, qui ne confortent pas les données officielles. Peut-être trafiquées, peut-être manipulées. Et peut-être manipulées. Vous n'avez pas à les rendre publics. Et l'Église catholique, pour ce que j'en sais, n'a rendu public aucun résultat. Elle a dit que en l'état de nos données, c'est-à-dire 48 heures après les élections, parce qu'il y avait une inquiétude qui se formulait. C'est la commission électorale qui avait indiqué que elle était en mesure de proclamer le résultat provisoire ou ce qu'on appelle les tendances officielles. Oui. Le 6. Le 6. Le 6 janvier. Et advenu ce jour, on s'est rendu compte que la même commission électorale a commencé à dire je n'ai que 15%, 20% des résultats compilés, et du coup, s'inquiète. Or, l'Église catholique, qui n'a pas les mêmes moyens que la commission électorale, et qui a déployé 40 000 observateurs, ça peut être moins, mais toujours est-il que personne n'a encore apporté la preuve qu'elle n'en a pas déployé suffisamment, dit sur la base des éléments remontés par les équipes, par la mission d'observation, les membres de la mission d'observation, nous sommes en mesure nous connaissons qui a gagné cette élection. Et celui qui a gagné cette élection, elle n'a annoncé aucun candidat. Et de ne l'avoir pas fait ne signifie pas qu'elle n'avait pas, comment je vais dire, elle n'avait pas les données qui confortaient tel ou tel des trois principaux candidats. Parce que, effectivement, dans cette élection, il y avait trois principaux candidats. Je parle sur le contrôle de ceux qui étaient sur le terrain. Oui. Il y avait le candidat du parti au pouvoir, on peut dire ce qu'on veut. Il y avait le candidat de la coalition, la Mouka, c'est-à-dire la coalition. Parce que l'enjeu d'une coalition, on ne contrôle pas ce que j'entends les gens dire. Ce que dit une coalition dans des pays où on s'attend à toujours un effet d'entraînement sur les indécis. Et les indécis sont plus nombreux qu'on ne l'imagine, contrairement à ce que j'entends dire. Et le troisième candidat, important, c'était bien le chef de l'UDPS, le fils de Étienne Tshisekedi, Félix. Et donc, qu'on dise aujourd'hui que le vainqueur sort de ce ticket-là, c'était évident pour tout le monde, mais que certains, sur la base des données, et j'insiste là-dessus, disent que non, sur la base des données qui nous sont parvenus, nous ne sommes pas convaincus que la commission électorale a fait une bonne compilation des résultats issus des bureaux de vote. Okay. Et ça, c'est un problème qui peut, même si je pense que pour la paix en République démocratique du Congo, qu'il faut que les acteurs politiques trouvent le moyen de régler cette crise post-électorale qui est en train de se mettre en place pour que ce pays, qui est quand même le plus important pays de la CEAC, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à laquelle appartient le Cameroun, qui est le plus important pays de l'espace francophone auquel nous appartenons, ne retombe pas dans les démons du passé. C'est quoi les démons du passé? Des guerres à perpétuité à l'issue des élections. Éric Marcel Djoumou, sur le rôle de l'Église, c'est un jeu véritablement trouble. C'est-à-dire qu'avant que la CENI ne proclame le résultat, que l'on dise, ça nous rappelle un peu à la vérité, ce qui s'est passé au Cameroun avant la présidentielle. À la vérité, personnellement, j'ai été de ceux qui étaient quelque peu surpris de cette sortie que j'ai jugée prématurée de l'Église. Je voudrais donner quelques chiffres qui, je pense, importants. On avait, lors de ces élections générales en République démocratique du Congo, plus de 75 000 bureaux de vote. Là, je suis sur les bureaux de vote. Or, certains chiffres
autour des observateurs de l'Église catholique, de la CENCO, tourne autour de 17 000 observateurs, ou allons même sur les chiffres avancés, 40 000 observateurs. Je ne le dis pas pour émettre un quelconque doute, mais je pense que ce sont des chiffres importants qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, permettre aux uns aux autres de se faire une idée. Est-ce que, avec les 17 000 ou les 40 000 observateurs déployés sur ou dans les plus de 75 000 bureaux de vote pour ces élections, on peut se dire on a une idée claire de qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Bon, ça c'est juste une interrogation, mais même si l'Église catholique pouvait avoir raison, parce qu'elle peut avoir raison, c'était très maladroit, mais alors très maladroit de faire une telle sortie avant que la CENI ne se prononce, parce que au regard du contexte quand même sécuritaire assez tendu en République démocratique du Congo, là on peut dire l'Église catholique a d'une façon ou d'une autre essayé de verser l'huile sur le feu. Deuxièmement, comme l'ont dit certains, il y a ce vieux débat sur qui quand on a les données électorales, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on annonce? Est-ce qu'on n'annonce pas? L'Église catholique certainement a eu ces données et les a balancées comme elle les a balancées, mais il revenait à la CENI selon les textes de la loi fondamentale et de la loi électorale du côté de la RDC. Il revenait à la CENI de déclarer ses résultats. Raison pour laquelle aujourd'hui on est dans cette ambiguïté, parce qu'il s'agit quand même de l'Église. Il s'agit de l'Église catholique et on connaît son importance dans ce pays. Thierry Mopé, permettez-moi de vous lire cette sortie de Jean-Yves Le Drian. Il dit exactement ceci. Il me semble que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là. Parce que la CENCO a fait des vérifications et a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ceux que l'on imaginait. Parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant. La France agit pour que les résultats constatés soient les résultats réels et que les chefs d'État africains et les organisations africaines puissent agir pour que les résultats soient les vrais résultats des élections. Est-ce que l'Église catholique n'a pas entraîné tout le monde? Non, je me serais attendu à ce que cette sortie soit opérée par la Belgique, par la France. Je ne comprends pas l'intérêt qu'a la France justement dans ce jeu, parce que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes en Afrique. C'est pas une ancienne colonie ce n'est française. pas une élection, voilà, c'est pour ça que je parlais de la Belgique tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi les Français s'obstinent à mettre toujours leur nez là où cela ne les concerne pas, parce qu'en réalité, les Congolais, on l'a vu, ont réussi quand même à s'entendre au point où on a eu une élection assez apaisée. On a écouté les reportages sur Equinox. On a également parcouru un certain nombre d'articles rédigés justement sur le sujet. Il n'y a pas eu, je trouve assez inhumain que les Français procèdent de la sorte. Parce qu'en réalité, on devrait davantage permettre aux Africains de juguler, de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Pour revenir au jeu trouble de l'Église catholique, apparemment, parce que c'est sur ces éléments justement que le Drian s'est fondé pour opérer sa sortie. Omer l'a suffisamment souligné tout à l'heure. Avoir 40 000 observateurs, je prends le chiffre le plus élevé, 40 000 observateurs ne suppose pas qu'on a des observateurs dans les 75 000 bureaux de vote. Je vous annonce qu'il y a d'ailleurs eu plus de 115 000 bureaux de vote. Donc, l'Église catholique ne peut pas dire avec exactitude qu'elle avait l'ensemble des résultats dans tous les bureaux de vote. Voilà le premier hic. À partir de là, cela met déjà en doute les résultats et les chiffres avancés par l'Église catholique, contrairement à la CENI, qui, il faut le dire, a l'obligation de contrôler et de gérer le processus électoral du début à la fin. L'Église catholique n'a pas avancé les chiffres. Hein. J'ai l'habitude de dire sont au-delà. Oui. On ne parle pas de chiffres jusqu'ici, mais quand même au regard du nombre de représentants, d'observateurs sur le terrain. M. N'Djamena était sur le terrain, je crois, en qualité d'observateur. On ne peut pas, jusqu'à preuve de contraire, quand on n'a pas la capacité de couvrir l'ensemble des bureaux de vote, avoir la prétention de dire qu'on a l'entièreté des résultats dans ces différents bureaux de vote, au point de contester les résultats officiels publiés par l'organe en charge d'opérer justement
ce type de sortie. Parce qu'on l'a souvent dit, la vie en société obéit à des normes. Quand les hommes se mettent d'accord sur un ensemble de données, sur un ensemble d'éléments, il faudrait justement que l'on travaille davantage à ce que ces éléments-là soient mis en branle. Et dans le cas actuel, le devoir de la CENI était de coordonner ce processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Il fallait laisser justement Corneille Nangaa aller jusqu'au bout. Oui. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, quitte à ce que les autres les contestent, je me serais attendu à ce que Fayoulou le fasse, mais pas que l'Église catholique, en tant qu'observateur, le fasse. Elle n'a qu'à faire des observations et à la commission, pourquoi pas, d'en tenir compte aux Congolais, d'en tenir compte, mais je crois, Monsieur Azib Bazel l'a souligné tout à l'heure, vivement que l'on ne replonge pas dans ces guerres infernales qui ont empêché à ce pays formidable d'émerger. Je vous rappelle que c'est le deuxième grand pays, c'est le deuxième grand pays après l'Algérie en Afrique. Oui. Il a un PIB assez consistant, contrairement aux autres pays de la CEMAC. Je crois quand même que la République démocratique du Congo devrait... De la CEAC. En fait, non, je dis par rapport au pays de la CEMAC. Par rapport au pays de la CEMAC, c'est quand même un très grand pays. On parle de près de 81 millions d'habitants, c'est assez énorme. Alors que le Cameroun tourne autour de 20 millions d'habitants, si je me réfère à leurs différents éléments. Et le taux, parce que quand on questionne les résultats, je vous rappelle quand même que M. Tshisekedi vient en tête avec près de 7 millions, 7 millions 51 d'électeurs. Oui. C'est assez important quand même. Il faut encourager ce qui a été fait. Vous aviez en octobre. Il faut encourager ce qui a été fait jusqu'ici. Je crois quand même que nous gagnerons à ce que la RDC reste en paix, parce que ses frères nous le doivent quand même. On a beaucoup travaillé justement dans ce sens, et je crois que même sur ce plateau, on devrait davantage cultiver justement ce culte-là. Voilà la réaction de la Belgique avec vous, Célestin Damen. D'abord, on va écouter Alex Gustave. Je te dis une chose relativement à la méthodologie de l'observation électorale. Oui. Pour avoir les données justes, presque certaines, on n'a pas une mission d'observation n'a pas besoin de déployer un observateur par bureau de vote. Vous savez, je le dis à ceux qui couvrent souvent les élections, moi j'ai été observateur international des élections dans 4 pays, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud et au Bénin. Quand une mission d'observation, surtout nationale, importante, et au Ghana par exemple, il y a un organisme qu'on appelle le CODEO, c'est une coordination des organisations nationales, comment je veux dire, en charge des questions civiques et électorales. Lorsque vous mobilisez des observateurs dans un centre de vote, et j'insiste sur le centre de vote, qui peut avoir souvent entre 2, on crée un centre de vote là où il y a plus d'un bureau de vote, qui peut avoir entre 2 et souvent 15 bureaux de vote. Moi qui vis à Douala 5e, le centre de vote où je vote, au lycée de Makepe, à 15 bureaux de vote. Et vous n'avez pas, pour avoir les résultats de ce soir, de ce centre de vote-là, le soir du scrutin, vous n'avez pas besoin de déployer 15 observateurs dans ce centre-là. Il vous suffit d'avoir 3 à 5 observateurs qui, à la fin des déploiements, relèvent uniquement les résultats. Les résultats, comment je l'ai dit, obtenus dans le bureau, et les transmettent avec le téléphone. On est capable de le faire en filmant, et c'est pour cela que je le dis pour nuancer la critique que certains veulent faire à la commission de justice et paix de la commission de la conférence épiscopale congolaise, en prétendant, en disant que non, il y avait plus de 70 000 bureaux de vote, vous ne pouvez pas avoir 40 ou 17 000 observateurs et estimer que vous êtes en capacité d'avoir des résultats des bureaux de vote. Vraiment, ce n'est pas à ce niveau qu'il y a un problème. Je peux être d'accord avec certains en disant la CENCO, comment je vais dire, n'a pas aidé son extraordinaire travail en préjugeant des résultats. Mais si
si sa présomption, la déclaration qu'elle a faite, c'est-à-dire dimanche dernier, en disant, sur la base des données qui nous sont remontées à partir des bureaux de vote, le soir de dépouillement jusqu'à 48 heures, nous sommes en mesure de dire que le vainqueur de cette élection, on est en mesure de donner le nom du vainqueur de cette élection. Mais nous ne pouvons pas le donner parce que ce n'est pas notre rôle. Je rappelle qu'ils n'ont donné le nom d'aucun. Mais ils l'ont contesté aujourd'hui. Et ça a permis au moins. Ils ont contesté, mais les diplomates, je vous en prie. Le nom de je vous en prie. Oui. Ils ont permis, et je pense que dans un processus où il y a quand même un ensemble de choses qui ont été faites qui ne montraient pas suffisamment que, peut-être pas la commission électorale, mais le pouvoir congolais a fallu faire des sondages qui annonçaient son candidat vainqueur. Je suis étonné qu'on n'en parle pas ici. Qu'on donne l'impression que le pouvoir congolais avait donné toutes les garanties qu'elle ne tenterait pas un passage en force. Évidemment que on apprend aujourd'hui qu'il y a eu des accords, on peut accuser ce pouvoir congolais de tout, mais on l'a dit ici, qu'on reconnaisse déjà la maestria dans l'indépendance que s'est octroyé ce pouvoir congolais pour organiser ces élections. Je rappelle quand même toujours en termes de chiffres qu'il s'agit en termes de dollars américains de près de 576 millions de dollars américains investis, avec un refus total de tout apport extérieur. Je suis désolé, c'est la responsabilité d'un gouvernement national d'organiser les processus. Bien entendu. Deuxièmement, que le Congo ait réussi à se doter de machines à voter. Je pense que j'ai d'ailleurs fait un travail spécifique là-dessus. C'est des choses, c'est des avancées importantes. Et troisièmement, que ces élections aient pu se dérouler dans la sérénité la plus absolue. C'est des éléments importants. Il faut dire que dans chaque centre de vote, dans chaque bureau de vote, ou pour chaque bureau de vote, il y avait près de 5 policiers postés. Donc, on est à plus de 150 000 policiers déployés pour le compte de cette élection. Ça montre quand même une volonté, au-delà de toutes les suspicions que les uns et les autres peuvent avancer, une volonté qu'il y avait à pouvoir tenir le pari de l'organisation de ces élections. Ok, vous terminez et on va passer à... Je voulais franchement terminer sur ce point en disant que je suis toujours étonné que nous, Africains, nous sous-estimions autant que, au point de penser que organiser ou tenir des échéances qui sont prévues et pour lesquelles des ressources sont budgétisées, sont provisionnées, est un exploit. Moi, je refuse qu'on trouve des qualités au gouvernement congolais uniquement parce que l'État congolais a financé ces élections. C'est la responsabilité de chaque État qui a choisi le processus de dévolution de pouvoir par des voies démocratiques, notamment l'élection, de trouver des ressources, ça s'appelle des ressources budgétaires, de trouver des ressources budgétaires pour les financer. D'autres se font subventionner. S'il vous plaît, j'en viens. Je ne pense pas que c'est le fait qu'un pays qui pourtant reçoit des financements extérieurs pour d'autres choses, finance lui-même ces élections qui fait de lui un État indépendant. Il faut que cette indépendance à laquelle nous appelons soit, j'allais dire, entière dans les rapports qu'on peut organiser avec diverses puissances, avec à la fois les puissances occidentales, mais aussi les puissances orientales et les puissances émergentes, qu'on coopère de manière, j'allais dire, souveraine. Égalitaire, ce serait peut-être trop demandé. Je n'ai pas le sentiment que souvent, quand il s'agit des élections, on tient ce genre de discours, mais dans la vie socio-économique, on ne voit pas beaucoup comment nos gouvernements s'organisent. Célestin Diamé, un autre qui doute des résultats sortis cette nuit, la nuit dernière, c'est le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders. Il pense que le processus de dépouillement s'est fait dans une fermeture à l'espace public et de la communication. Nous n'avons pas eu d'observateurs internationaux.
D'abord, je ne sais pas au niveau de la police du plateau s'il faut arracher la parole. Non, allez-y. Non, tu demandes. Allez-y. Vous demandez. Allez-y. Pour répondre à cette question, d'abord, je voudrais rassurer. On a comme l'impression que les Occidentaux avaient leur candidat. D'abord, il faut faire comprendre que les Européens, l'Europe occidentale, souffrent d'un complexe de suprématie vis-à-vis de l'homme noir. Oui. Il faut peut-être, par exemple, rappeler chaque jour à la Belgique, n'est-ce pas, que la RDC est indépendante. Oui. C'est assez extraordinaire que les Blancs d'Europe se croient permis de s'ingérer dans les processus électoraux en Afrique. On n'a jamais vu M. Biya à l'époque, M. Yassimbe, M. Bongo s'intéresser au recomptage dans le Texas entre Al Gore et M. Bush, par exemple. Jamais de la vie. On n'a jamais vu ces présidents africains s'intéresser au processus électoral en France. Mais l'inverse est toujours vrai. Il faut que les Européens arrêtent de nous prendre pour des enfants. On n'a pas besoin de leurs avis sur nos processus électoraux. La Belgique n'a rien à dire. Je n'ai pas de commentaire à faire sur M. Didier Reynders. Le Congo gère son processus électoral. Oui. Et c'est en cela que je salue Kabila. Je ne suis pas un pro-Kabila. Mais je pense qu'il a posé des actes de haute stature panafricaniste. Pourquoi? Parce qu'avoir congédié, n'est-ce pas, l'ambassadeur de l'Union européenne, avoir refusé l'accréditation aux observateurs de l'Union européenne, avoir refusé l'aide financière de l'Union européenne pour organiser les élections, moi je dis chapeau. Très peu de chefs d'État. À l'ONU aussi. Moi je dis chapeau. À l'ONU avec ses... Je pense que tout chef d'État africain. Est-ce que la tâche noire, ce n'est pas d'avoir coupé le signal de RFI? Non. Dans le fond, en principe, et Internet, le droit à l'information est un droit fondamental. Voilà. Il s'agit de l'espace de liberté publique. Ça, c'est vrai. C'est incontestable. On doit s'y attacher en tant que républicain. Cependant, quand une valeur est inférieure à une autre, qui est plus importante, dans certains cas, mais seulement dans certains cas, on peut justifier soit la restriction des libertés publiques, ça peut être comme la liberté de voyager, par exemple, s'il y a un grand ramdam d'insécurité terroriste, on peut vous interdire de voyager justement. Pour le bien de tous. Quand je vois sur le site Internet, le soir de Bruxelles, s'autoriser à distiller des tendances 2 jours après seulement la fermeture du bureau de vote, quand je vois le site de France 24 distiller la même chose, je dis qu'il y a danger. Parce que le Congo, c'est un pays extrêmement sensible. Rappelez-vous 2006 et 2011. Le pays était en charpie. Il a fallu que Kabila vienne pour essayer de rassénérer. À l'époque, il a créé 4 vice-présidences. Il y avait M. Yaradua, M. Zacharias, M. Bemba, aux finances, etc. Pour essayer de redonner, de colmater les brèches et de donner à la RDC une apparence d'État. Il a réussi. Donc il ne fallait pas, compte tenu du contexte congolais, retomber dans ce travers. Donc c'est dans ce cas que la coupure d'Internet, dans des cas extrêmement précis, rien à voir avec le cas du Cameroun, où la coupure d'Internet peut être justifiée. Parce qu'en réalité, si on laissait chacun distiller ses résultats sur Internet, évidemment, ça mettrait tout le monde à feu et à sang. C'est un pays extrêmement important. Maintenant, je voulais rassurer Alex que on n'interdit pas à l'Église catholique d'exiger la vérité et la transparence. Tout le monde censé, toute personne censée peut le faire et doit le faire. Ce qu'on reproche à l'Église catholique, c'est ce pouvoir d'insinuation. J'ai le vainqueur. Oui. Il y a le dit et le non dit. Hein? J'ai le vainqueur de dire, attention, c'est sûrement pas Ramazani. Dans le contexte politico-social de la RDC, on sait toujours que l'Église catholique a toujours été du côté de l'opposition. Oui. Rappelez-vous Moussengo, rappelez-vous M. Fridolin en Bago, rappelez-vous les coups de feu, n'est-ce pas, dans les églises instillées sous la férule de M. Ramazani, qui était alors ministre de l'Intérieur, etc., etc. Donc, il y a un contexte très particulier. Et dans ce cas très précis, on sait très bien que l'Église catholique a toujours été du côté de l'opposition. Ce n'est pas que je suis pour ou contre l'opposition, je n'ai pas à m'y mêler. Je dis simplement que si tout le monde s'est mis d'accord pour octroyer, n'est-ce pas, à la CENI les pouvoirs de gérer, d'organiser, de superviser et de proclamer, laissons-lui ce pouvoir. Quand l'Église catholique insinue qu'elle a son vainqueur, elle est en train de court-circuiter, n'est-ce pas, le rôle, n'est-ce pas, de la CENI. Et ça, c'est inadmissible, comprenez. Elle joue le jeu malsain de l'Occident. Ça ne nous a pas échappé que les États-Unis se sont positionnés à Libreville, avec 80 soldats armés, prêts au combat. L'air de dire, il y aura de la violence. Nous vous invitons à vous préparer à la violence. C'est ça le but, en fait. Donc, l'Église catholique, assez esclavagiste, on l'a vu, je ne vais pas revenir là-dessus, a effectivement joué ce rôle-là et c'est malsain.
Maintenant, le budget. Effectivement, il faut saluer également M. Kabila quand la CENI est dotée d'un budget de 1 milliard 200 000 dollars, elle fait une économie d'environ 300 millions de dollars. Donc elle en revient à 850 millions de dollars comme budget, n'est-ce pas? Effectivement, pour gérer ces élections. Il faut saluer ça. Donc la RDC organise ces élections sur fonds propres. Ça, il faut le saluer. Maintenant, ce qui est important, c'est que pour ces élections, M. Fayoulou, il a tout à fait le droit de dire que, compte tenu de ces informations, qu'il a gagné. C'est tout à fait normal. Simplement, moi je dis que la CENI doit être le seul acteur, parce qu'elle est composée de manière échevinale, de manière paritaire, donc on doit respecter cela. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, je voulais conclure en disant que, aujourd'hui en RDC, il y a un phénomène qui est très important. Il y a eu environ 1 million de témoins, ce qu'ils appellent les mandataires de candidats là-bas. Il y a eu 511 000 agents électoraux. Savez-vous par exemple que dans les bureaux de vote, où il y a 5 membres, vous avez un président, 2 assesseurs qui sont dans la salle, un assesseur qui est hors de la salle, qui appelle les candidats, les électeurs pour venir voter, et vous avez une secrétaire ou un secrétaire. Alors, pourquoi est-ce que ça a réussi? Parce que quand l'électeur entre, appelé par l'assesseur suppléant, il se fait d'abord identifier. Ensuite, une fois que c'est fait, on le passe chez le secrétaire ou la secrétaire, qui lui remet un bulletin vierge. Ensuite, il passe à l'isoloir, il introduit dans la machine à voter ce bulletin vierge. Et choisit de manière tactile ses candidats, d'abord pour le bulletin bleu présidentiel. Il choisit, il confirme ou il annule. Ensuite, on passe au bulletin jaune pour les députés nationaux, parce qu'il y a 2 types de députés au Congo. Il y a les députés nationaux. Exactement. Et ensuite, la mauve qui est pour les députés provinciaux. Ça se passe en 2-3 minutes maximum. Oui. Donc, on a voulu diaboliser, n'est-ce pas, la machine à voter. Oh, il n'en a rien. Moi, j'ai assisté... Alors que ça prenait plus de temps lorsqu'il fallait le journal. Ça prenait plus de temps quand il y avait des personnes très âgées, ça j'y ai assisté, qui étaient relativement souffrantes, qui faisaient des blocages devant l'écran tactile. Mais dans ce cas précis, on prévoyait un facilitateur technique qui venait aussitôt à la rescousse. Et quand vous finissez comment dirais-je, de retirer votre bulletin, cette fois-ci imprimé, vous passez directement à l'urne sans enveloppe. Vous la glissez, vous faites identifier, vous émargez, et on met le pouce dans l'encre indélébile pour prouver que vous êtes déjà passé pour voter. Voilà comment ça se passe. Ça prend en gros 3 minutes, pas plus. Quelqu'un d'à peu près normal, ou de moins souffrant. Donc, ça c'est un défi qui a été relevé par la RDC. Il faut saluer cela. Et sur fonds propres. Moi je dis, l'acte de Kabila, vis-à-vis des puissances impérialistes occidentales, est un acte à saluer, sans embâche. Parce qu'en vérité, quand on voit autour de nous les chefs d'État africains, Faure Singbe, Lali Bongo, etc., c'est les gens qui ont coutume d'accepter les fonds de l'Union européenne pour organiser les élections. Quant à la Belgique ou à la France, je crois que M. Yves Le Drian devrait d'abord s'occuper des Gilets jaunes. En finir d'abord avec eux. De quoi se mêle-t-il? Le Congo est indépendant. L'Afrique est... Il s'appuie sur les déclarations de la Cinco. Mais il n'a pas à s'intéresser à l'Afrique, je suis désolé. Mais on sait très bien que le rôle de la France et les autres, c'est effectivement de viser les enjeux miniers de sous-sol. C'est ce qui les intéresse. Mais dans le fond, nous refusons toute ingérence de qui que ce soit dans les affaires intérieures africaines. Les Africains ont le droit et même le devoir de sanctionner eux-mêmes leurs propres dictateurs. Mais il est inadmissible que les Français ou les Belges se permettent de juger le processus congolais. Ça, je le refuse complètement. Est-ce que ton parti pense comme toi, là? Mon parti pense comment? Mon parti est pour l'indépendance, pour la souveraineté des nations. J'ai entendu le président de ton parti, candidat à l'élection présidentielle, s'inquiéter de ce que la communauté internationale ne dise rien de ce qui se passe au Cameroun. Non, on parle de la France et de la Belgique. Est-ce que c'est la France? C'est le pays. Non, ne confonds pas la communauté. Un mot pour finir. Je voudrais rassurer Alex. Il y a la communauté internationale. Le Cameroun est membre de l'ONU. Tu n'as pas échappé, n'est-ce pas? Le Cameroun n'est pas une province française. La RDC n'est pas une province belge. Donc c'est différent entre la communauté internationale, symbolisée par l'ONU, la CEA, c'est tout ce que tu veux, et la France ou la Belgique. Voilà. Voilà, Thierry Nyopé, on a parlé ces derniers jours des négociations entre la coalition Cash de Tshisekedi et le FCC. Pour vous, Kabila aimerait, entre guillemets, préfère travailler avec Tshisekedi que Fayoulou? Après son départ?
Je reste convaincu. Vous avez écouté Félix Tshisekedi quelques heures après la proclamation de ce résultat. Il dit effectivement qu'il sera inhumain pour lui ne pas travailler avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour que la paix règne au Congo. Il est engagé justement à travailler avec toutes les personnes qui ont servi le gouvernement jusqu'ici, quitte pourquoi pas proposer un poste d'ambassadeur au président Kabila. Donc on peut comprendre justement les enjeux. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de messes de messes de minuit, de rencontres secrètes entre les différents camps. Je vous rappelle également que la coalition qui était menée par qui avait comme tête de proue le président sortant Kabila avec quand même un candidat. Oui, FCC, Emmanuel Shadari. Voilà, et il est sorti troisième à cette élection-là. Mais je reste convaincu quand même que les élections sont très bien passées du côté de Il ne conteste pas la victoire de Tshisekedi. Non. Le camp Kabila ne conteste pas. Mais ça veut dire quoi? Non, le camp Kabila n'a pas besoin de contester parce qu'on l'a souligné tout à l'heure. Les deux ont travaillé pratiquement de commun accord pour arriver à ce résultat. Il y a eu des messes, il y a eu des ententes, il y a eu des rencontres secrètes qui n'ont pas été relevées jusqu'ici. Il faudrait quand même que l'on comprenne jusqu'à preuve de contraire que au regard de la sortie de Félix Tshisekedi, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'autres enjeux et que la bête noire a écarté au-delà de Bimba, au-delà de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, il y avait quand même M. Fayulu qu'il fallait nécessairement écarter. Le problème n'était pas Félix Tshisekedi, le problème n'était non plus le candidat de la coalition menée par Kabila. Donc, il y avait des hommes à abattre. Maintenant que ces hommes ont été écartés, il est tout à fait normal. Et c'est pour cette raison qu'on accuse, d'une manière ou d'une autre, Félix Tshisekedi de jouer le rôle du président sortant Kabila. En réalité, on parle d'une succession à la russe, où le président sortant part, mais laisse un pion qui peut contrôler à sa guise. Je vous rappelle en même temps. C'est parce qu'on l'a dit pour Ramazani. Je vous rappelle qu'il y a eu une rencontre hors de la République démocratique du Congo. Les leaders de cette leaders politiques de ce pays se sont rencontrés pour choisir le candidat unique de l'opposition. Et justement, tous avaient porté leur choix. En fait, presque tous avaient porté leur choix sur Monsieur Fayulu. Il dit que c'est la démocratie. Il connaît la victoire de Fayulu. Il était prêt à accompagner justement M. Fayulu jusqu'à la fin du processus électoral, mais une fois rentré, ça s'est passé comme en Côte d'Ivoire. Une fois rentré, les accords de Makoussi. Une fois rentré, il a été surpris justement, et là on sent vraiment un gros coup monté. C'est le secrétaire général du parti qui prend le devant pour dire que nous ne sommes pas pour ce qui s'est passé. Il est clair que nous avons un candidat et notre candidat c'est vous, il faudrait porter la voix du parti jusqu'à la fin. Et c'est pour cette raison que vous avez vu la population, en fait, des militants qui étaient des... Pourquoi vous parlez de coups montés? C'est l'impression que les Congolais et beaucoup d'observateurs ont eu, parce que on ne peut pas ensemble arrêter les bases, on se rencontre, on choisit d'une manière indépendante un candidat, et une fois de retour au pays, les éléments changent. Et on fait monter justement des militants qui descendent dans la rue pour revendiquer à Uadja une certaine candidature. Et au finish, c'est ce candidat justement qui est porté à la tête du pays au regard des résultats publiés jusqu'ici par Corneille Nangaa, qui est le président de la commission électorale nationale indépendante. Pour moi, le problème n'est pas là. On ne conteste pas l'organisation des élections en elle-même. On ne conteste pas parce que Célestin Jamin a souligné tout à l'heure que les choses se sont bien déroulées et que les machines électorales avaient été bien choisies, que les uns et les autres, les machines à voter, et que les uns et les autres ont accompli leur devoir sans aucun problème. Il y a eu un calme tout à fait encourageant du côté de la RDC, et au point où, au sortir de cette élection, on a dit enfin, on espère que la Côte d'Ivoire, que la République démocratique du Congo sortira de ces décennies de guerre
et enfin on aura un président démocratiquement élu. Je vous rappelle que depuis l'arrivée de Mobutu à la tête de ce pays, le pays n'a plus connu véritablement de stabilité. Il y a eu les chefs d'État qui sont succédés, ils sont venus d'une manière ou d'une autre par la voie armée. Pour une fois, on a vu des Congolais aller aux urnes, voter en toute quiétude et attendre effectivement que les résultats soient publiés. C'est vrai quand même qu'on se sera attendu que cela se fasse un peu plus vite, parce que compte tenu des nouvelles technologies, il était possible pour la CENI de le faire un peu plus tôt. D'ailleurs, ils avaient annoncé qu'ils pourraient le faire au plus tard le 6 janvier. C'est peut-être ce laps de temps qui a créé des suspicions au sein de l'appareil qui était chargé d'observer et de gérer un certain nombre de choses. Au départ, on pensait que les transmissions des bulletins pour la centralisation se feraient des machines à voter directement pour les centres de centralisation. Oui. Il s'est trouvé que, et la coupure d'Internet n'a pas arrangé les choses, qu'on a compté uniquement sur les comptages manuels. Ce qui a retardé énormément les choses. C'est ce que Fayulu demandait. Parce que certains candidats ont refusé. Monsieur Tshisekedi n'était pas contre, au départ, contre la machine à voter, mais Fayulu s'était opposé. Il est quand même allé aux élections. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une double garantie. Il y avait d'abord, le contenu technique de la machine à voter, parce qu'en vérité, on n'avait pas fermé les trous USB, on pouvait très bien mettre les clés et récupérer. Et changer les données. C'est vous qui le dites. Mais Célestin, qu'est-ce qui t'arrive? Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire? Mais si on peut introduire des données, on peut les changer. Non, il y a des... C'est cette suspicion qui fonde l'exigence du candidat de la coalition Je dis simplement que nous ne souhaiterions pas que je dis simplement que le décompte ou la compilation se fasse. La machine à voter, mais finalement il y est allé. Donc au départ, on avait compté sur cette transmission électronique vers les centres de compilation directement. Or, ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on a commencé à compter manuellement. Imaginez-vous un bateau qui part de certains candidats. Oui, qui part de Kisangani à Kinshasa. C'est par mer uniquement. C'est un pays continent. Parce qu'en vérité, les routes là-bas, il n'y en a pratiquement pas. Il y a des aéroports partout, des avions partout. Donc en vérité, transporter déjà, ça prend du temps. Et en plus, découper, décompter les bulletins manuellement. Il y a 40 millions de personnes inscrites. Et il y a environ, je vais dire que 19 000 candidats pour la députation provinciale et 15 000 pour la députation nationale. Il y a 21 candidats, comme vous le savez. Donc tout ça, ça prend du temps. Ce qui fait que Konenanga a été obligé lui-même de dire que le 4 janvier, on n'en était même pas à 52%, n'est-ce pas, des compilations. Donc voilà le cœur du problème. Ce qui fait que forcément, il ne pouvait pas proclamer provisoirement le 6. C'était impossible. Oui, ça on l'a compris. Voilà. Ils ont commencé d'ailleurs par un truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est-à-dire la déclaration, la proclamation pour les élections provinciales. C'était pas du tout prévu, ni dans le code, ni dans les commissions qui siégeaient. Il a dû. C'était pas non plus interdit. Non, mais en même temps, il faut quand même encourager d'une manière ou d'une autre ce qui s'est passé, parce que je vous rappelle, et je reste à ce niveau, il faudrait que nous qui sommes sur ce plateau et que les Congolais le comprennent. Pour moi, cela ne servait à rien pratiquement de couper Internet et le reste, parce que le Congo également dispose des mêmes outils. Il était possible justement pour les Congolais de comprendre que l'intérêt du Congo est plus essentiel que le reste, et que tout ce qui peut venir, que ce soit de la France ou de la Belgique ou de tout autre pays, n'était pas plus important, étant donné que l'organe qui était habilité à publier les résultats, c'était la CENI. On pouvait effectivement également procéder à cette manière et à diffuser ces messages-là sans pour autant nécessairement couper la connexion Internet. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté ce Saint-Germain le soutenir avec emphase. Soutenir le fait qu'il était normal, justement pour des raisons précises, notamment la sécurité, de couper Internet. Alors que Saint-Germain était contre le fait justement que la connexion Internet soit coupée au Cameroun au plus fort. Non, il n'y a pas d'amalgame à ce niveau. Je précise ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que les libertés publiques, nous y sommes attachés de manière viscérale. Il s'agit de nos libertés.
Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'état de siège et l'état d'urgence? Bien sûr. C'est une période au cours de laquelle on suspend les libertés publiques. Non, on ne suspend pas. Il y a restriction. Il y a restriction. Mais je comprends la même chose. Le secrétaire national. Mais le secrétaire national. Monsieur le secrétaire national. Monsieur David, c'est ce que vous avez fait dans le Cameroun, mais vous avez semblé tout à l'heure. Non. Il ne faut pas me comprendre à l'envers. J'ai dit que. Je suis désolé. J'ai dit et je répète que le secrétaire ou l'homme n'en est pas moins légaliste. Je tiens au texte, au vivre ensemble, et donc sur le modus vivendi. La loi dans la Constitution mondiale prévoit des périodes exceptionnelles. J'espère que vous aurez pu comprendre cela dans le Cameroun. Non, je l'ai compris, sauf que dans le Cameroun, il n'y avait pas ce ping-pong entre la communauté, entre guillemets, internationale, les États impérialistes, et le Cameroun. Il s'agissait pour l'État du Cameroun d'empêcher les Camerounais d'expression anglaise de nous envoyer des informations. Là, vous estimez que l'intégrité du pays n'était pas menacée? C'est un abus de droit. Non, mais vous estimez il n'y avait pas de valeur supérieure à préserver. Ben oui. Éric Masson-Diomon. Oui, je dis il y a un aspect où il y a plusieurs aspects observés pendant la couverture de la campagne électorale qui pourraient permettre de comprendre aussi d'une certaine façon ce résultat proclamé par la CENI. Premier aspect, les 3 régions dans lesquelles l'élection a été reportée, ça veut dire annulée pour la présidentielle, sont des régions acquises majoritairement à M. Fayoulou. C'est près de 1 200 000 électeurs. 1 200 000. C'est important. Deuxième aspect important, tout au long de la campagne électorale, entre le camp Fayoulou et le camp Tshisekedi, les pics n'étaient pas envoyés en direction du camp Ramazani, mais ce sont 2 camps qui se tiraient dessus à boulet rouge. Merci. Donc, quand on disait on est la vraie opposition. Merci, bonsoir. Merci, on revient à vous. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce qui est au menu ce soir, Cédric? Nous vous présenterons le climat social qui prévaut à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce jour où il y a d'un côté une contestation de la victoire de Félix Tshisekedi et de l'autre des scènes de joie pour célébrer cette alternance politique. Et comment comprendre la sortie de Bruxelles, Paris et les évêques congolais qui rejettent ces résultats qui ont été rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante du Congo-Kinshasa. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et au Cameroun, il y a un phénomène qui tend à ne pas être évoqué sur la place publique. C'est la multiplication des cas d'enlèvement dans la région de l'Adamawa. Les populations s'en plaignent. Le gouverneur a tenu à s'exprimer sur le déploiement sécuritaire. Et pourtant, la situation sécuritaire est loin de s'améliorer. Vous écouterez les critiques des populations qui sont victimes de ces cas d'enlèvement, des prises d'otages et des exigences de paiement des rançons dans la région de l'Adamawa. Nous parlerons aussi des vœux des personnalités de la République. Après le président Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale s'est empressé de recevoir les vœux des parlementaires, mais la cérémonie ne s'est pas du tout passée comme il se l'attendait. Vous suivrez les coulisses de vœux adressés à Kavaï Djibril et des initiés qu'il entretient avec son secrétaire général. Pendant ce temps, c'est un Marcel Niat Dufendi, convalescent, qui est apparu devant les sénateurs pour recevoir les vœux. Quel a été son discours pour l'année 2019? Nous en parlerons dans le journal de 20h et nous évoquerons un enjeu important pour le gouvernement camerounais, celui de la numérisation des services publics au Cameroun, le projet e-government. Où en est-on aujourd'hui? C'est l'enquête du 20h ce soir. Sajala. Voilà, merci. Développement de tous ces titres, c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour décrypter cette victoire de Félix Tshisekedi Tshilombo, cette victoire qui parle à l'opposition, aux oppositions africaines, surtout celles d'Afrique centrale. Tout de suite, madame, monsieur, la pause journal. Retour sur le plateau Equinox1, c'est la deuxième partie, le temps du débrief. Toujours en compagnie de Thierry Niopé, Alex Gustave Azebazé, Éric Martial Diomon et Célestin Jamen. Célestin Jamen, dites-moi, pourquoi tout de suite après le chef de l'État, le président de l'Assemblée
s'empresse de recevoir le vœu. Mais Serge Alain, vous vous souvenez qu'en 2013, M. Kaba-Yégué s'est empressé de poser sa candidature pour la présidence du Sénat. Parce que pendant longtemps, il avait été reconnu, d'ailleurs c'est la Constitution qui le disait, comme la deuxième personnalité de l'État. Donc sa posture égocentrique et nombrilique l'a poussé à maintenir ses avantages. Donc aujourd'hui, je pense que cette question de protocole rejaillit de manière assez flagrante. Monsieur Kaba-Yégué, je crois que, voilà, avec l'état de santé de son homologue du Sénat, il se croit investi de la mission de se présenter juste après. Non, mais il le fait depuis, avant même que... Non, mais logiquement, ça ne doit pas se faire comme ça, parce qu'il y a quand même un protocole à respecter dans une république. Le chef de l'État proclamé vainqueur aurait dû, à sa suite, avoir comme successeur, non pas le président de l'Assemblée nationale pour la présentation des vœux, mais plutôt le président du Sénat. Bon, donc moi je tiens ça, je fais allusion, je lis ça au fait que M. Niadi Fendi n'est pas dans un état de santé olympique. Donc moi je considère que c'est une question de personnalité. Et s'il était en état de réagir, je pense qu'il l'aurait fait, mais puisqu'il est assez... comment dirais-je, c'est pas la première fois, parce qu'il le fait depuis, même quand... Oui, mais dans une république, ça ne doit pas... On ne doit pas lier ça à l'état de santé du président du Sénat. Moi, je pense que la nécessité fait loi. Je crois que le contexte veut que, effectivement, il a pris ses ailes parce que, effectivement, on a un président du Sénat qui est vraiment complètement à côté de la plaque et dans un état républicain normal. Le protocole, dans tous ces aspects, doit être respecté à la lettre. Il n'est pas normal, par exemple, que vous veniez en tant que Premier ministre après le président de la République, ainsi de suite. C'est des traditions républicaines qui doivent être respectées. C'est parce que dans ce pays, on marche sur la tête. Et moi, je tiens à le lier au fait qu'il y a un état de faiblesse avéré de la part du président du Sénat. Donc, il en profite pour faire et tout et n'importe quoi. Éric Marchand-Dumont, on piétine un peu le protocole, ça vous dérange? Bon, forcément ça dérange, parce que un État... c'est des institutions, et des institutions qui doivent être respectées, c'est un protocole qui doit être respecté. Je ne lirai pas cette situation à l'état de santé du président du Sénat, parce que depuis l'instauration du Sénat, voilà, bientôt 6 ans, c'est des pratiques auxquelles M. Kaba-Yégué Djibril est habitué. Voilà, chaque fois qu'on sort de la présentation des vœux, de la cérémonie, de la présentation des vœux au chef de l'État, il s'empresse. On a l'impression que c'est une organisation, très souvent la va-vite, parce qu'il faut être la deuxième personnalité après le chef de l'État à recevoir ses vœux. Moi, la curiosité pour moi, c'est que cela semble ne gêner personne. Voilà. Il y a un sommet de l'État, il y a des personnes et des institutions en charge de frapper du poing sur la table face à de telles situations, mais rien n'est fait. L'inertie globale et totale qui caractérise malheureusement le Cameroun est observée à ce niveau-là. Rien n'est fait. Donc, M. Kaba-Yégué Djibril peut aisément et impunément piétiner le protocole d'État, piétiner l'institution qu'est le Sénat, en le faisant à chaque fois sans que personne ne réagisse. Vous n'êtes pas d'accord, Alex Gustave? Pourquoi? Du tout. Mais ça dure quand même. Il est important de relever deux choses. Oui. La première, c'est que on est là dans l'un des trois pouvoirs institués de l'État, le pouvoir législatif. Et à ma connaissance, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux branches du pouvoir législatif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais précisément, ce n'est pas parce que c'est une chambre haute que ça signifie que le Sénat est supérieur à l'Assemblée nationale. J'en viens. S'il vous plaît. Je suis désolé. Laissez Alex Gustave aller jusqu'au bout. J'ai entendu une chose. J'ai entendu Éric Marcel dire que quelqu'un devrait frapper du poing sur la table. Mais selon le principe de la séparation des pouvoirs, personne d'autre, l'exécutif ou la justice ne peut rien faire à cette situation qui pour vous semble importante. Pour moi, c'est méprisable, c'est négligeable. Ce qui me semble important dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quand même que au sein de la seconde, de l'une des branches de
l'institution parlementaire, l'Assemblée nationale, que le chef de l'administration parlementaire, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, ne soit pas là où il doit être, ne s'exprime pas pour porter éventuellement les doléances. Mais pas Mobutu le faire pour le Sénat. J'imagine. Les doléances du personnel de l'Assemblée nationale, vous allez dire, c'est le syndicaliste ou le leader syndicaliste, le leader associatif qui parle, qui rejaillit. Mais ces détails sur qui recevrait les vœux le premier, dès que le président de la République a reçu ses vœux, la disponibilité de chacun, s'il vous plaît, il n'y a aucun ordre prévu au Cameroun pour cela. Je vais me poser la question. Je vais me poser la question. Je vais me poser la question. Vous voulez me faire croire que sur ce qui s'appelle les vœux aux membres du gouvernement, une pratique que je réprouve parce que ça nous perd du temps au moment où on a besoin de mobiliser les chefs des administrations gouvernementales pour, comment je vais dire, atteindre les objectifs ou relever le défi qui s'impose à l'ensemble de la collectivité nationale. Quand on va commencer les vœux aux membres du gouvernement, vous me dites que après le Premier ministre, c'est, je ne sais pas, tel ministre qui, dans l'ordre protocolaire, viendra avant tel autre, qui, tant qu'il n'aura pas, tant que son administration ne lui aura pas présenté les vœux, un autre ministère qui est prêt et qui veut avancer ne le ferait pas. Moi, je ne connais pas le texte qui organise cela comme cela. Je vous dis que ce débat-là, c'est le type de débat qui nous occupe dans ce pays, qui n'est pas essentiel. Et le débat essentiel, c'est à quoi servent ces vœux-là qui, aujourd'hui, dans toute l'administration de l'Assemblée nationale, on n'a pas travaillé. Comme exactement toute la République à Yaoundé. Chaque chambre parlementaire sont des vœux autonomes. Non, mais c'est même pas un mélange de choses. Premièrement, il y a une coutume républicaine. Qui dit? Une coutume républicaine. Oui. Il y a une question de préséance qui n'est pas forcément inscrite dans la Constitution. On n'a pas de Conseil d'État au Cameroun, malheureusement. Mais si nous avions le Conseil d'État, il devrait s'occuper à codifier, n'est-ce pas, sur le plan protocolaire, l'ordre de passage des corps constitués. En l'occurrence, je ne comprends pas pourquoi le président de l'Assemblée, qui est quand même la troisième personnalité de la République, doit s'empresser de faire ses vœux, de recevoir ses vœux juste après, intentionnellement, le même jour, juste après le président de la République. Donc il y a le même jour de frapper du poing sur la table. Il est le plus ancien des deux parlementaires qui Je continue à croire quand même, parce que c'est un N'Djamena a souligné tout à l'heure qu'il n'y a pas un autre protocole. Je crois et je reste convaincu qu'il y en a un. La preuve, c'est le président du Sénat qui a été le premier à présenter ses vœux au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale. Voilà, ça veut dire qu'on tient quand même. Non, c'est assez important, c'est il faut le souligner. Donc, en fait, c'est une indiscipline qu'on devrait malheureusement décrier, parce que ce n'est pas la première fois. Pour moi, c'est une question assez spécieuse. Elle est même méprisable à mon sens. Parce que je continue à croire que, vous avez vu, par exemple, comme par exemple notre n'est pas raison, vous avez vu un pays comme la France où la présentation des vœux a pratiquement été annulée parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, parce qu'après le chef de l'État, il y aura les ministres. Je vous rappelle, il y aura une soixantaine au Cameroun. Après les ministres, il y aura les gouverneurs, les préfets, les maires, et en réalité, on va passer pratiquement 2 mois à nous passer à nous présenter que les vœux aux personnalités de la République. Pour moi, c'est du temps et de l'argent perdu pour rien. Cet argent-là, imaginez la quantité d'argent qui a été dépensé hier lors de la présentation des vœux au chef de l'État et à Madame Chantal Biya, au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale. C'est de l'argent qui aurait pu servir à faire autre chose. Et je vous rappelle que nous sommes encore dans un pays où le Camerounais lambda a encore des problèmes pour se soigner à vil prix, où des centres de santé manquent cruellement de médicaments, où les enfants continuent à fréquenter en main le soir. Je vous rappelle par exemple que le président de l'Assemblée nationale qui s'est empressé à organiser cette cérémonie devait justement à voter. Si vous avez vu, l'endroit dans lequel il a voté était assez risible, parce que c'était à peine un endroit, je ne sais pas si dans son imaginaire il peut
penser faire ce genre de choses en temps normal, parce qu'il a voté en plein air, dans un endroit où on avait, je crois, mis quelques piquets et couvert le Vous pain pensez de que c'est parce l'ECAM. qu'il manquait des salles de classe Je continue justement à croire qu'il fait partie de ceux qui, après avoir suffisamment pris de l'État, devraient également mettre du sien. Pourquoi pas pour favoriser l'émergence d'une autre classe au-delà de la classe dirigeante, mais permettre quand même à ces jeunes, notamment à travers la construction des écoles. On l'a vu ailleurs. Il a suffisamment de, je crois, d'argent et de moyens pour mener à bien un certain nombre d'actions. Donc pour moi, c'est de l'argent perdu pour rien. Il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'on a mieux à faire. Nous sommes dans un pays d'urgence. Il faudrait justement que ces 2 mois qu'on va passer à présenter des vœux à tel ou à tel, ces 2 mois auraient pu servir à faire. Voilà, on va justement sortir avec cette question, je le disais, pour l'opposition. Ce qui s'est passé au Congo, on sait que le candidat unique de l'opposition a été choisi à Genève au mois de novembre, mais il y a eu des fissures par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est forcément ce candidat unique de l'opposition qui amène à la victoire? Non. Est-ce qu'on ne peut pas gagner sans cette candidature unique de l'opposition? Alors, d'abord, moi, je considère que la coalition en soi n'est pas détestable. Oui. C'est pas quelque chose qui est... Non, restons sur le candidat unique de l'opposition. J'y arrive. Oui. Ça ne rebute pas d'emblée. Oui. Chaque parti est libre de mettre sur pied une coalition, n'est-ce pas? Pour créer une plateforme soit électorale, soit gouvernementale. C'est tout à fait permis. Maintenant, ma conviction profonde, c'est que moi, je crois que la vraie coalition, la plus authentique, c'est celle avec le peuple. Parce que quand le peuple vous reconnaît comme son candidat, je vous assure qu'il y aurait peut-être 1000, 2000 candidats, c'est vous qui raflerez la majorité. Pourquoi? Je vous arrête un instant. Oui. On sait, on a toujours dit que le père Tshisekedi, Étienne, était l'opposant historique. Il a été opposant de Mobutu Sese Seko pendant les de 32 ans, plus 17 ans, le père et le fils Kabila. Mais vous qui étiez en RDC, au niveau de la popularité, est-ce que Tshisekedi n'était pas populaire? Non, disons que dans le cas précis de Tshisekedi, je dirais plutôt, à mon avis, que c'est une victoire posthume. Oui. Étienne. En hommage au père? Oui, quelque part, sur le plan de la psychologie. Parce qu'en vérité, Félix a vécu très longtemps en Belgique, 35 ans en Belgique. Oui. Il n'a pas assisté au grand meeting de son père. Donc, c'est une espèce de victoire post-mortem d'Étienne, son père, qu'il a requis aujourd'hui, si les recours ne le disqualifient pas dans 6 jours. Donc, en vérité, ce qui m'a semblé évident à Kinshasa et même dans les zones où j'étais, c'est que M. Fayoulou avait quand même une certaine popularité par rapport aux 2 autres. C'est ce qui me revient. Il faut pas oublier qu'il avait le MLC de Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est ce que moi j'ai ressenti. Il était soutenu par le MLC de Jean-Pierre Bemba. Oui, parce que... alors, justement, effectivement, vous avez raison de le soulever, parce qu'en vérité, la popularité de Bemba est telle que... Mais si déjà, lui se présentait, s'il n'avait pas été disqualifié, je suis convaincu qu'il emporterait au la main. Et du coup, votre question sur la coalition nécessite ou pas prendre tout son relief. Oui. Parce qu'en vérité, la question c'est la personne qui incarne le rêve d'un pays. Jean-Pierre Bemba, en 2006 par exemple, avant d'être après transféré à la CPI, il y avait à l'époque 2 tours d'élection au Congo. Depuis 2011, le deuxième tour a été complètement a été carbonisé. Donc parce qu'en fait, il avait gagné au premier tour. Rappelez-vous. Oui, donc en vérité, il a une grosse popularité. Son retour à Kinshasa, par exemple, il fallait voir les foules énormes qui venaient à sa rencontre. Donc le fait d'avoir donné son onction à M. Fayoulou, et derrière avec Katumbi, qui est un gouverneur assez imposant aussi, font qu'on pouvait penser naturellement que Fayoulou pourrait le remporter. Maintenant, pour ce qui concerne Tshisekedi, je continue de penser que son père a tellement travaillé contre Mobutu, contre Kabila Père, etc., que de manière humaine, on peut comprendre que le crédit de son père rejaillit sur le fils. Parce qu'il n'a aucune raison rationnelle d'être vainqueur, si j'ose dire. Bon, je le respecte. Je le respecte. Mais pour moi, il y a quelque chose d'Étienne là-dedans, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Oui, Alex Gustave, sur l'opposition, est-ce qu'il faut forcément un candidat unique pour gagner une élection? Ma réponse est non. Oui. Je ne veux pas reprendre à mon compte une partie du développement de Célestin, oui, l'homme politique de ce plateau, mais il est évident, jamais, et mon entourage, personne n'a jamais voté autour de moi parce qu'il pensait qu'il y avait
un candidat unique ou bien je ne sais pas trop quoi. Les gens sont suffisamment intelligents pour savoir quelles sont leurs aspirations et leurs intérêts. Et généralement, dans la panoplie des candidats, y compris le candidat sortant, le candidat du pouvoir, les citoyens savent qui peut mieux les porter aux aspirations nouvelles qui sont les leurs. Donc, le débat qu'on impose au Cameroun, celui du candidat unique, est un faux débat pour justifier les mauvaises pratiques électorales qui, en tout cas, nous produisent ce que nous voyons. Pour revenir au Congo, il y a même certains hommes politiques qui accumulent les plateaux pour revenir au Congo, pour revenir au Congo, oui, rapidement, je veux dire, je quand même, ça n'enlève aucun mérite à Félix Tshisekedi, qui de toutes les façons était candidat. Quand on est candidat à une élection, on peut gagner. On peut gagner par divers moyens. Moyens loyaux, déloyaux, mais il reste quand même que, pour ceux qui suivent la vie politique congolaise, il y a énormément de choses. Le candidat Chadari, le candidat du parti au pouvoir, qui je crois était un ancien de l'UDPS, était comme une sorte de masque mis pour Kabila, comment je vais dire, pour favoriser l'émergence du candidat le moins fort de l'opposition. Donc vous dites que Kabila avancé masqué. Bien sûr, tout le monde voit que le système Kabila va rester en place. Même avec Tshisekedi. Bien sûr, bien sûr. Et attendez, le gouvernement qui va être formé, la composition du Parlement et les majorités qui vont se faire. Et il a annoncé les couleurs. Il va travailler en étroite collaboration avec ceux qui ont gouverné la République démocratique du Congo. Donc, il est tout à fait normal qu'on s'attende à avoir quelques membres, quelques alliés du président Kabila autour de Félix Tshisekedi, si c'est finalement lui qui est confirmé par la CENI. Mais je continue à dire quand même à Fayulu que les hommes se mettent d'accord pour suivre des règles. Cela ne sert à rien de pousser la population dans la rue. S'il estime que sa victoire a été volée, qu'il porte l'affaire au niveau du Conseil constitutionnel qui est chargé qui est habilité à étudier tous ces cas, vous l'avez vu même au Cameroun, et que ce Conseil se prononce au terme justement de la publication définitive des résultats, qu'ils s'en tiennent à cela et qui permettent à la RDC de traverser cette période tumultueuse et pourquoi pas, c'est ce qui resterait dans l'imaginaire collectif. Il faudrait justement que les uns et les autres comprennent qu'on peut perdre des élections, comme on peut les gagner sans pour autant passer par la rue. C'était une élection assez intéressante. Il faudrait que l'on le retienne. Ce qu'on a condamné ici, c'est la réaction de ces pays, notamment la Belgique et la France, parce que jusqu'à preuve de contraire, la RDC reste un pays souverain. On a même condamné la sortie malheureuse de l'Église catholique qui a pourtant abattu un travail formidable au début de ce processus électoral-là, parce que c'est grâce même à l'Église catholique et à la population que le président Kabila n'est pas passé en force, parce qu'il aurait... En fait, il avait voulu modifier la Constitution en 2016 pour se représenter. Mais justement, accompagné, soutenu par l'Église catholique. Mais à la fin, elle a failli faire malheureusement mauvais travail. Bon, peut-être parce qu'elle avait déjà son candidat, mais toujours est-il que les uns et les autres doivent s'en tenir aux résultats qui seront rendus définitivement par le Conseil constitutionnel pour la paix en RDC. Éric Massandjomo. Les lendemains sont éluisants en RDC. Tout dépendra du mot d'ordre final que donnera M. Martin Fayulu, qui, comme les uns ou certains l'ont dit ici, est assez ou a gagné en termes de popularité pendant cette élection. Martin Fayulu tient les allumettes, le briquet. En partie, mais aussi, il y a un fait que je voudrais relever, c'est que juste après le décalage d'une semaine du déroulement du scrutin, Fayulu, je pense, il a testé
quelque peu sa popularité en lançant un mot d'ordre de grève générale qui malheureusement n'a pas été suivi. Alors, qu'est-ce qui va se passer si une fois encore il appelait à le faire? Je voudrais aussi noter le fait que les Congolais aujourd'hui sont extrêmement contents parce que ce qui se passe dans leur pays est historique. Pour la première fois de l'histoire, eh bien, un candidat de l'opposition remporte une élection présidentielle et pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, on va assister à une transition démocratique et politique parce que jusque-là, ça s'était fait dans le sang. Non, Martin Fayulu n'a lancé aucun mot d'ordre après la proclamation des résultats provisoires. En revanche, pour démontrer sa popularité, pendant la campagne, il a lancé un mot d'ordre après le report, n'est-ce pas, le 23, n'est-ce pas, des élections, de date ouverte, à Béninville, à Butembo et à Yumbi, le mot d'ordre de grève a été suivi, d'où sa popularité estimée. Maintenant, je dis simplement à Thierry, il n'y a pas d'élection. Je l'ai vu, on l'a vu. Je dis à Thierry simplement que si on continue à donner, n'est-ce pas, du relief à la posture de l'Église catholique, ça peut dévaloriser le rôle de la CENI aussi, qui a été quand même construite de haute lutte, rappelez-vous. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc il faut que l'Église soit dans son couloir. Elle n'a pas à se substituer à la CENI. Or, ce qu'elle a fait, c'est une manière de se substituer à la CENI, et d'autant plus que les forces impérialistes font chorus avec la même posture adoptée. Et ça, c'est pas bien du tout. Merci. Merci, cher monsieur. Merci pour votre expertise. Merci, madame, monsieur, de nous avoir une fois de plus suivis avec beaucoup d'attention, ça je le sais. La diffusion 23h GMT, il sera minuit à Tamja.